Voilà. Donc, normalement, vous allez avoir une alerte par rapport à ça. Bien, donc, pour ceux qui ont suivi ce matin, donc vous avez assisté à la présentation de mon profil par Thomas. Sinon, je vais quand même rappeler simplement que j'enseigne donc à l'Université de Pau et Pays de la Dour, donc quelque part dans cet EIDOS-là, je suis un peu le local de l'étape. Et donc, chercheur aussi au laboratoire Techné de Poitiers, qui est centré sur les technologies numériques en éducation, comme son nom l'indique. Alors, je vais défiler sur les points. Est-ce que la diapo a changé de votre côté? Oui, c'est bon, ok. Donc c'est juste pour voir si le signal passe. Ok, donc je vais commencer simplement cet atelier. Donc atelier qui va parler d'un numérique raisonné en éducation avec le raisonné, comme je l'évoquais ce matin, au sens cognitif du terme, et moins au niveau écologique ou économique. En commençant par peut-être revenir sur l'innovation pédagogique à l'ère du numérique, telle qu'elle est finalement interprétée dans la presse, qu'elle soit spécialisée ou scientifique. Alors, c'est des choses que j'ai évoquées ce matin et que je vais réutiliser comme base, comme introduction. Donc, l'innovation pédagogique à l'ère numérique, c'est une combinatoire de scénarios, de matériel et de logiciels. Et grâce à un panorama de 2867 articles sur 7 ans, j'ai pu finalement classifier les choses pour faire apparaître ce qui semblerait être une diversité de 25 scénarios pédagogiques différents, qui ne s'appellent pas forcément comme ça dans les propos de tout le monde, mais que j'ai appelé comme ça pour faire une espèce de mix ou de consensus entre les différentes appellations que j'ai pu trouver, et une explicitation donc là qui est minimaliste, bien entendu, mais qui était développée dans des écrits en ligne. Donc à ces 25 scénarios pédagogiques, on peut ajouter 17 catégories de matériel qui sont utilisées quand des enseignants innovants parlent de leur dispositif. Donc on peut recenser, et puis des scientifiques qui les analysent, on peut recenser 17 catégories de matériel principaux. Alors il y en a peut-être qui ne sont pas dedans, mais disons une majorité en tout cas dans ces articles-là font ressortir 17 catégories de matériel. Et ce que je vous ai mis en rouge comme matériel ici sont ceux qu'on peut réaliser grâce à un smartphone. Donc ça signifie qu'un téléphone, enfin les appareils que les étudiants ont dans les poches, finalement, permettent de remplacer, de se substituer à 10 appareils sur 17, qui font partie des matériels utilisés par les enseignants innovants. Donc on voit que le smartphone, non utilisé parce que interdit, par exemple, élimine beaucoup de possibilités d'innovation pédagogique. Et à ça, il faut ajouter 14 catégories de logiciels qui sont utilisés dans l'instrumentation pédagogique, dans l'amplification par le numérique des dispositifs pédagogiques que j'ai pu analyser sur ces 7 ans. À cela, donc, si on fait un calcul simple, on a plus de 6000 combinaisons, 6000 étant le nombre minimaliste de combinaisons. Bien entendu, après, ça devient infini quand on prend plusieurs logiciels, plusieurs matériels, etc. Mais la combinaison de base, donc on voit qu'on a beaucoup de possibilités d'innovation pédagogique avec déjà cette diversité-là. Et puis à cela, par rapport à ce matin, donc, je vais ajouter le fait que quand on analyse donc la presse spécialisée et scientifique, finalement, le numérique, lorsqu'il vient instrumenter un dispositif pédagogique, on constate que 9 critères entrent en compte dans les amplifications relevées. Et dans ces 9 critères, donc on a un critère de distance, un critère de temps, un critère de nombre d'étudiants, un critère d'individualisation, d'équité, d'interaction, de créativité, de conceptualisation et d'engagement. Donc c'est les 9 critères qui ressortent sur lesquels l'enseignant sent que le numérique apporte quelque chose éventuellement. Donc critère de distance, classiquement, vous le savez, le signal pédagogique donc, est à plus forte portée que la classe, c'est-à-dire que l'enseignant ne s'exprime pas qu'à un public dans 4 murs, mais avec une portée infinie. L'amplification sur le temps, c'est classiquement un signal pédagogique qui est plus fiable parce qu'on le retrouve, on en trouve une seule source et pas forcément à travers les notes des étudiants. Plus durable dans le temps, plus long. C'est-à-dire, finalement, on peut outrepasser le budget temps qui est le nôtre dans l'emploi du temps, plus continu. C'est-à-dire que si l'emploi du temps a tendance à être décousu, on ne voit pas les étudiants pendant un mois, par exemple, comme ça peut arriver à l'université, on peut assurer une espèce de continuité pédagogique. D'ailleurs, c'est ce qui se passe Covid aidant.
Mais on peut le faire aussi pour rendre moins décousu un emploi du temps. Donc amplification du temps, amplification du nombre d'étudiants, puisque finalement, grâce à ce signal pédagogique amplifié par le numérique, on peut le rendre démultipliable à l'infini et au final ne pas s'adresser qu'au nombre de chaises qu'on a en face de nous finalement. La capacité du cours n'est plus celle de la salle. L'amplification sur l'individualisation, finalement, c'est l'amplification des rythmes et des contenus, c'est-à-dire que finalement, le numérique permettrait bien d'utiliser, d'individualiser les rythmes. Par exemple, lorsque vous proposez une capsule vidéo à vos apprenants, ce qui se passe, c'est qu'un étudiant qui n'a pas compris va pouvoir rembobiner, réécouter, et finalement ralentir le signal pédagogique. Mais prenez en compte que beaucoup d'étudiants font l'inverse, c'est-à-dire que quand vous leur filez une capsule vidéo, ils la diffusent en vitesse 1,25, c'est-à-dire que plutôt que de l'écouter à un rythme normal, ils l'accélèrent tant qu'ils comprennent, et puis quand ils ne comprennent pas, ils la ralentissent. Et finalement, ils arrivent à suivre un rythme plus rapide que le rythme classique. Donc là aussi, ça peut être accélération du signal pédagogique, mais ça peut être aussi l'individualisation des contenus de ce signal pédagogique, c'est-à-dire finalement proposer des exercices plus compliqués à des étudiants plus avancés. Le paramètre d'équité, lui, c'est finalement arriver à fournir des supports numériques à un coût zéro, faciliter l'archivage et la capitalisation des savoirs savants. Hein. On le sait que étudier, ça prend de la place, puisqu'il va falloir archiver des tas de papiers. De nos jours, avec le numérique, plutôt qu'avoir des volumes importants de papiers à archiver, quand on habite dans un petit appartement et qu'on est nombreux, etc., on est bien content finalement que le numérique prenne moins de place et de pouvoir y garder sur autant d'années qu'on veut, puisque finalement, ça ne prend pas beaucoup de place sur un disque dur. Ensuite, l'interaction, fatalement, peut être très vite amplifiée par le numérique autour du signal pédagogique. C'est souvent d'ailleurs l'enjeu principal de la majorité des scénarios pédagogiques, hein, qui s'intéressent à, en premier lieu, développer l'interactivité. Tout ce qui est mouvement techno-créatif, c'est-à-dire la créativité amplifiée par la technologie, qu'on voit apparaître dans l'éducation, hein, notamment à l'heure actuelle par un certain nombre de laboratoires bien placés. Cette créativité peut facilement donc être amplifiée par le numérique, qui en plus est un facteur d'engagement, ça c'est le dernier paramètre. Donc souvent on mélange créativité et engagement. Et puis enfin la conceptualisation, puisqu'on sait que le numérique est un formidable outil de conceptualisation, c'est-à-dire qui permet d'expliquer en images et en son des phénomènes très complexes, voire des phénomènes auxquels on ne pourrait pas assister, comme par exemple aller voir ce qui se passe sous l'eau ou dans l'espace. Fatalement, on ne peut pas y aller, enfin, en tant qu'individu, hein, il y en a qui arrivent, mais c'est des quelques élus. Donc ça permet finalement d'accéder à la visualisation de phénomènes rares, complexes, voire dangereux, bien entendu. Alors ces critères que j'ai pu recenser dans cette littérature spécialisée et scientifique, ces 9 critères, donc je vous les ai mis dans la colonne à gauche. J'espère que vous arrivez à lire avec la résolution de la visio. Et puis finalement, il faut les envisager au regard croisé des étudiants, des enseignants et de l'institution, puisque ce que fait un critère à l'un de ces publics n'est pas la même chose que pour l'autre public, voire pour l'institution. Donc j'ai détaillé, pour l'étudiant, par exemple, le critère de distance, c'est de la flexibilisation de parcours, alors que pour l'enseignant, ça pourrait être un gain de temps et du télétravail, vous voyez. Par contre, ce qui me semble important peut-être de relever dans ce tableau, puisque je ne vais pas le détailler, et puis il vous sera fourni dans les supports qui suivent, c'est que les critères de... Ah, il y a encore des gens en salle d'attente, oui, autant pour moi, effectivement. 2 secondes. C'est bizarre parce que je l'avais supprimé, mais c'est capricieux, Teams. Là, nous sommes 25. Bienvenue aux derniers arrivants, enfin, aux arrivants récents. Donc, ce qui est intéressant de relever dans ce tableau, puisque je ne reprendrai pas l'ensemble, c'est que les 3 premiers critères de distance de temps et de nombre d'étudiants participent d'une logique fonctionnelle. C'est-à-dire que pour l'enseignant, c'est des fonctions. Et finalement, ça l'outille. Donc, c'est le côté outillage de manière fonctionnelle. Pour l'institution, c'est une logique de rationalisation et de flexibilisation des parcours. Donc, finalement, là, on va retrouver, par exemple, ce qui participe de l'empreinte carbone,
j'en parle puisque c'est un petit peu la thématique de cet œil douce. En ce qui concerne les deux paramètres suivants, l'individualisation et l'équité, on est dans la logique sociale pour le prof et une logique d'insertion pour l'institution. Donc, meilleure prise en compte des publics particuliers, notamment. Et puis enfin, les 4 derniers paramètres, là, on rentre dans la logique pédagogique pour l'enseignant. Et pour l'institution, ça serait une logique plus de réussite et de modernisation de l'enseignement. Donc vous voyez que les représentations et les usages du numérique sont différents d'un public à l'autre. Et je vous laisse prendre connaissance des grandes tendances pour chacun de ces publics. Et après, on va mettre en application ce tableau. Hein, donc vous aurez l'occasion de le... Vous l'avez hein, déjà dans les supports, ne vous inquiétez pas. Mais vous aurez l'occasion de le décortiquer un peu plus. Essayer de m'en sortir avec les multiples écrans. Alors, je rappelle le propos, on va dire, qui est l'axe de cet atelier. Hein, donc la phrase de Geneviève Lameule qui dit « Il n'existe pas de mauvaise technologie, mais de plus ou moins bonne pédagogie utilisant les technologies ». Parce que maintenant, je vais vous expliquer que notre enjeu, c'est finalement d'instrumenter correctement nos pédagogies avec le numérique pour que le numérique vienne en amplification et finalement apporte une dose d'efficience. Et il est là le côté raisonné du numérique en éducation qui était l'axe de ma conférence ce matin et cet atelier cet après-midi, c'est-à-dire on réfléchit au dispositif. Pardon, monsieur, je m'excuse de vous interrompre, mais il y a des collègues avec les micros ouverts et il y a un retour insupportable. Alors, je vais désactiver tous les micros. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Donc, si tout va bien, je continue. J'ai cliqué sur désactiver tous les micros, donc je pense que ça doit être bon. Ok, oui, utilisez plutôt effectivement les smileys parce que en fait, j'ai un son très faible, je ne sais pas pourquoi. Et apparemment, le chat, vous avez du mal à y avoir accès aussi. Donc, j'imagine que la configuration avec le chat n'a pas fonctionné. Je n'ai pas trouvé où le réactiver. Je reprends. Donc là, vous devez voir l'amplificateur pédagogique sur la diapo, qui va me servir de métaphore à la technologie éducative. Alors on le sait dans un amplificateur tel que celui-ci, avec un micro et un haut-parleur, que si on rentre un signal en entrée qui est parasité, c'est-à-dire c'est des parasites dans le micro, fatalement en sortie j'aurai des parasites encore plus forts et encore plus désagréables pour la majorité des gens en tout cas, et donc finalement qu'on n'a pas envie d'écouter. Donc dans ce cas-là, on aurait tendance à éteindre l'amplificateur. Si maintenant on met une jolie mélodie en entrée, une jolie musique, fatalement elle va prendre de l'ampleur, elle va donner envie de danser même peut-être, on va pouvoir l'entendre de plus loin et finalement donc ça va avoir une plus-value importante, on va pouvoir faire la fête avec ça. Maintenant on va donc utiliser cette allégorie, c'est-à-dire que l'amplificateur qui est au centre avec son micro et son haut-parleur, on va l'appeler technologie éducative, c'est-à-dire qu'on va dire tout ça, ça représente les technologies éducatives numériques qu'on intègre dans les classes, mais pas forcément que numériques, mais disons comme aujourd'hui c'est l'axe, je parlerai essentiellement de l'instrumentation numérique, mais imaginez que ça soit l'allégorie du numérique. Si on rentre à l'intérieur une pédagogie qui n'est pas adaptée à cette technologie, en sortie donc on aura des parasites pédagogiques qui vont être assez désagréables à suivre finalement, et les étudiants, face à ces parasites pédagogiques, ils auront envie plutôt d'écouter le signal original. Et donc, finalement, ils vont s'en détourner du signal amplifié, du signal produit par la technologie. Et donc, ça va leur apporter de la perturbation, etc., de la distraction. Et si on fait une enquête scientifique sur l'efficacité de l'introduction du numérique dans un contexte pédagogique tel que celui-là, fatalement, les enquêtes scientifiques vont démontrer que le numérique nuit à l'apprentissage, qu'il détourne l'attention des apprenants, etc. Et ça ne fonctionne pas, et tout le monde aura bien raison. Donc on aura tendance à l'enlever. Si par contre on injecte une pédagogie adaptée au dispositif, ou du moins si le dispositif d'instrumentation numérique est adapté à la pédagogie et l'amplifie, à ce moment-là, en sortie, on aura un joli signal pédagogique à forte portée, à portée plus importante sur les 9 critères que j'ai expliqués précédemment.
Donc un signal qu'on va entendre de plus loin, pendant plus longtemps, qui va pouvoir adresser plus de monde, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, si on greffe une enquête scientifique sur l'efficacité de ce dispositif pédagogique instrumenté par le numérique, là, les enquêtes scientifiques montreraient qu'effectivement, le numérique apporte une réelle plus-value au dispositif et favorise l'apprentissage. Donc on voit bien que ce modèle, cette allégorie, permet d'expliquer pourquoi des enquêtes scientifiques, finalement, concluent que des dispositifs pédagogiques sont mal instrumentés, ou du moins le numérique nuit à l'apprentissage et parfois, au contraire, amplifie. Alors pour que ça fonctionne, par contre, alors je vous le fais en cours, hein, puisque de manière courte, bref, puisque après j'aimerais qu'on passe à la partie atelier, donc je vais vite sur la partie théorique, mais pour que ça fonctionne, puisque ce matin la question m'a été posée, finalement, comment faire en sorte de faire évoluer la formation de l'enseignement d'un enseignant pour qu'il arrive à finalement instrumenter un dispositif pédagogique facilement, se sentir à l'aise avec le numérique, comprendre les enjeux, comprendre comment créer des dispositifs compatibles avec la technologie, des dispositifs qui vont produire une réelle plus-value avec l'apprentissage. Alors en même temps, je fais rentrer des gens en salle d'attente. Voilà. Donc comment faire ça? Simplement, il faut prendre conscience que il y a 3 dimensions dans la formation des enseignants qui est capitale. La première dimension étant la formation disciplinaire, mais là-dessus je passe vite, puisque en général les enseignants s'en débrouillent très bien de l'évolution de la discipline. Ensuite, il y a une dimension pédagogie. Pour arriver à produire cette pédagogie adaptée et compatible en symbiose avec la technologie, classiquement, c'est les pédagogies actives que j'évoquais ce matin, hein, dans lesquelles le numérique trouve très vite sa place et très vite un facteur d'amplification très important sur l'ensemble des critères qui sont à droite, et que j'ai détaillé tout à l'heure. Donc, premier volet, il faut former les enseignants à produire des pédagogies adaptées aux technologies. C'est le fameux art d'enseigner avec les technologies qu'évoquait Thierry Carsanti ce matin dans ma conférence, ou du moins je citais ses propos. Le deuxième volume est un volet de culture numérique. C'est-à-dire que le numérique en tant que tel, pour être intégré correctement, doit participer d'une culture globale et nationale. Et d'ailleurs, en France, on a sorti un référentiel sur cette culture numérique il n'y a pas un an, donc de manière très récente. Donc la France s'est dotée d'un outil qui est ce référentiel pour dire nous voulons finalement que tout participe d'une formation de ce citoyen numérique de demain à travers cette culture. Et cette culture, donc, elle a été matérialisée par ce référentiel qui est enfin sorti, donc qui sert au moins de base pour que chaque enseignant, par exemple, puisse s'approprier la vision de la culture numérique nationale française. Et ce signal de culture numérique doit être superposé à toutes les disciplines, puisqu'on ne peut pas faire des matières culture numérique, ça serait trop peu. L'idéal, ce serait que chaque enseignant forme ses étudiants à sa discipline, avec aussi cette vision de culture numérique. C'est-à-dire que pendant son cours, il va appliquer des méthodes, il va appliquer aussi un emballage numérique en utilisant cette culture numérique. Par exemple, l'utilisation des données, l'utilisation d'outils, etc. Ça amène fatalement à des questions et des débats qui relèvent de cette culture numérique, qui doivent être traités dans tout cours. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est finalement arriver à donner suffisamment de culture numérique à tout enseignant, pour que, de même titre que le français, parfois en maths on parle français, on corrige des fautes d'orthographe, etc. Donc un cours de maths participe aussi de la langue française. Demain, peut-être qu'il devrait participer aussi de cette culture numérique. Et puis enfin, la dernière dimension, c'est celle que vous connaissez la mieux, c'est celle de l'aisance technologique, c'est-à-dire la formation au numérique. C'est celle où pendant 10 ans, finalement, ça fait une dizaine d'années qu'on forme, et même plus, hein, une dizaine d'années de manière assez intensive, à inclure le numérique en pédagogie, mais en fournissant uniquement des compétences technologiques aux enseignants. Alors ce que ça donne comme possibilité, c'est la possibilité de monter le volume. Donc là, vous voyez, je monte le volume sur l'ampli. Mais le problème, c'est que si je ne sais pas mettre le bon signal en entrée, ce que j'amplifie, c'est des parasites. Et donc quand on forme les enseignants uniquement à la technologie, si on ne les forme pas à la pédagogie, et notamment à produire de nouvelles pédagogies compatibles avec cette technologie, ils vont continuer sur des choses qu'ils savent faire, générant parfois des parasites en sortie pédagogique qui sont trop importants et qui génèrent ces enquêtes scientifiques sur lesquelles on voit des résultats qui montrent, celles que je vous citais ce matin, hein, l'OCDE 2015, Prophétique 2014, que le numérique est nuisible dans certains cas de figure, et c'est vrai, ils ont raison.
Donc ça nous amène à changer notre vision du numérique éducatif. Il faut le considérer comme à la fois un outil, à la fois une culture et une approche pédagogique. Et on ne peut pas se dispenser de ces 3 volets de formation simultanée aux enseignants. Alors, pour l'interaction à distance, maintenant, je vais passer sur des outils en ligne. Donc, vous allez soit flasher ce code, soit taper ce lien pour vous rendre sur la page en question. Donc, je vous laisse une trentaine de secondes pour noter ce lien. Vous flashez le code, si vous le faites sur smartphone ou tablette. Alors, je vais redésactiver les micros. Alors, n'hésitez pas à les reprendre si vous voulez intervenir, hein, mais je les coupe au cas où c'était juste un oubli, hein, bien entendu. Je ne veux pas vous empêcher de discuter, on est en format atelier, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Ce n'est pas un souci. Alors, je vais y aller moi aussi. Je vais devoir donc quitter ici, si j'y arrive. Donc ça. Est-ce que vous voyez donc là le navigateur Internet avec donc le document Google Doc de l'atelier qui s'appelle « Faire un usage raisonné du numérique en éducation ». Oui, oui. Je vais laisser quelques secondes le temps peut-être que ça arrive. Moi, je n'ai pas de retour sur ce que je vous partage dans Teams maintenant. Alors, je vais peut-être refaire, au cas où, le partage de l'écran. Au cas où ça dépanne. Voilà. On voit bien et on a le partage d'écran. Je ne comprends pas. Mauvais sur le retour. J'aurais bien aimé augmenter ça, mais je n'ai pas de télécommande pour cet écran. Bref, passons. Donc là, a priori, vous voyez l'écran maintenant. Hein. L'écran, donc, c'est un Google Doc. Faire un usage raisonné du numérique en éducation. Donc, je vais avancer simplement pour vous montrer que dans ce document, il y a répété les slides importantes pour vous et sur lesquels on va travailler. Donc, à la fois le modèle dessin, les 9 critères et le tableau. Je vais passer rapidement sur cette slide sur laquelle, finalement, on voit que par niveau, chacun y va de ses outils. C'est-à-dire qu'on a des outils pour les écoles, d'autres outils pour les collèges, d'autres outils en lycée et d'autres outils à l'université. Donc, si on fait un module, comme un peu aujourd'hui, finalement, où on réunit des enseignants d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités, c'est très compliqué, finalement, de les rassembler sur des outils, puisque tout le monde n'accède pas aux outils des autres. Bon, ça, déjà, c'est un constat, c'est quelle continuité, finalement, d'outils numériques on a entre les niveaux scolaires. À l'heure actuelle, peut-être pas assez. Et finalement, on n'habitue peut-être pas assez nos étudiants à des outils, ou nos élèves à des outils dans une certaine forme de progressivité. Alors j'avance, vous voyez que je vous ai mis tout un tas d'outils, de plateformes qui sont utiles aux enseignants, et notamment certaines qui sont récentes, qui sont apparues en période Covid. Donc n'hésitez pas à les découvrir si vous ne les connaissez pas, puisque ça participe de votre formation au numérique, c'est-à-dire finalement quelle offre, je peux accéder à quelle offre d'outils numériques. Et puis enfin, bon, moi, je vais utiliser simplement des outils Google, des outils du Web 2.0 de manière plus large, simplement parce que tout le monde y accède, qu'on n'a pas besoin d'avoir créé avant des comptes et qu'on n'a pas ces limites de niveau, de manière à pouvoir faire avec vous de la pédagogie et très peu s'intéresser finalement aux outils numériques qui nous donnent accès à cette pédagogie. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous former à des outils numériques, mais de vous former à des concepts pédagogiques à travers ces outils numériques. Donc là, on va essayer de le rendre transparent, en fait, l'outil,
parce que, bon, même si on est sur un Google Doc et que je vous l'ai dit, au final, une fois que vous serez dedans, et puis on s'en fiche de savoir comment il s'appelle et ce qu'il fait, du moment qu'on a co-élaboré ensemble un espace de partage sur lequel on va pouvoir se réunir pédagogiquement. Alors au passage, si ça vous intéresse, ici, sur ce lien, vous pourrez voir que les choses évoluent aussi dans les mentalités, dans la manière d'institutionnaliser les outils, puisqu'on a Google Workspace qui, s'il fait débat, et c'est normal, puisqu'on a toute la politique de protection des données personnelles derrière nous, et c'est logique, c'est quand même référencé sur le catalogue numérique du gouvernement. Je vous laisse lire, simplement, ça vous donne peut-être des idées autour de ça. Donc, vous pouvez nous rejoindre toujours sur ce document, si vous venez de nous rejoindre. D'ailleurs, je vois qu'il y a des gens qui attendent encore. Voilà. Très bien, nous sommes 28. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur ce lien. Je l'ai répété puisque je savais que potentiellement on n'arriverait pas tous au même endroit. Donc, vous pouvez simplement montrer que tout se passe bien et que vous accédez au document en rentrant votre prénom dans une case du tableau. Alors, ça va nécessiter, si vous utilisez un mobile, c'est-à-dire un téléphone ou une tablette, d'installer dessus l'appli Google Doc. Je pense que ça vous sera même suggéré. Sinon, vous allez dans le store et vous installez Google Doc. C'est inutile, bien sûr, sur un ordinateur, qu'il soit PC ou Macintosh, ou Apple. C'est inutile. Ça va marcher naturellement à travers le navigateur. Donc ça, c'est juste pour voir finalement qui est connecté avec moi sur ce support. Donc, si effectivement vous m'entendez et que vous avez la possibilité, faites-le, pour qu'on puisse voir si finalement c'est compliqué ou pas de mettre en place un espace de partage numérique avec des gens qui nous sont totalement inconnus. Inconnus au sens où ce n'est pas mes élèves que j'ai déjà eu depuis le début de l'année, dont je connais les noms, les prénoms, éventuellement l'email pour pouvoir les inscrire à des outils, etc. Quand on a affaire à un nouveau public, inconnu, dont on n'a ni la liste de noms, ni la liste d'emails, etc., est-ce qu'au final, c'est compliqué de mettre en place des outils de co-élaboration ou de co-créativité dans le but d'instrumenter la pédagogie? Manifestement, le début de la réponse, vous l'avez en voyant que vous arrivez à rentrer vos noms, enfin vos prénoms, dans une des cases du tableau. Alors vous pouvez utiliser les cases de droite aussi, elles ne sont pas interdites, toutes les cases, il n'y a pas de souci. Je vois qu'ils sont en train d'effacer des choses dans le document. Bon, c'est pas bien grave, on le restaurera après. Évitez de trop le faire, je pourrais le restaurer facilement, mais évitez de trop le faire pendant la présentation. Le micro, là, apparemment. Désactiver. Voilà. Donc, on voit que on est plusieurs à pouvoir écrire dans ce document. Alors maintenant, on va utiliser à bon escient cette faculté. Et je vais vous demander d'analyser la modalité visio avec laquelle vous avez suivi Eidos 64 ce matin. Et alors, pourquoi? Simplement parce qu'elle est un peu plus qualitative d'un point de vue plateau, télé, etc. Parce que là, moi, je suis en train de bricoler avec une licence Teams et un matériel que je ne connais pas. Fatalement, ça amène, on va dire, des temps morts pour faire rentrer les gens dans la salle, etc. Mais disons, prenons la visio de ce matin, avec un plateau télé, quelque chose de bien ficelé, etc. Ou éventuellement cet atelier cet après-midi, si ce matin vous n'avez pas eu l'occasion de suivre. Analysez-la au prisme du tableau qui est un petit peu plus haut, qui est ici. Donc dans ce tableau, vous trouvez des critères d'amplification et apport du numérique. Et vous pouvez vous en inspirer pour dire finalement cette modalité du fait que le présentiel n'était pas possible à cause du Covid, etc. et qu'on ait dû instrumenter avec le numérique Eidos 64. Qu'est-ce que ça a apporté éventuellement comme avantage et comme inconvénient, cette modalité-là? Donc vous pouvez vous inspirer du tableau, bien entendu, vous pouvez aussi le dire sous la forme de votre expérience personnelle, mais en tout cas le modèle de l'amplificateur pédagogique que je vous ai expliqué juste avant est là pour vous donner des idées d'amplification potentielle que vous avez pu vivre ce matin grâce au numérique.
ou pas, ou des inconvénients. Ah, encore. Bien, je vais avancer un tout petit peu pendant que vous pouvez continuer de le remplir, il n'y a pas de souci. Donc on voit que au rang des avantages, effectivement, on a eu une amplification de la distance, dans le sens où finalement la distance n'était plus un problème. Vous n'aviez peut-être pas prévu de venir à Eidos parce que c'était trop loin, trop cher, trop chronophage. Et puis finalement, peut-être que vous l'avez suivi quand même. Donc ça, c'est au titre des avantages, c'est finalement le fait que il y a une certaine forme de capacitation. Ça vous a rendu capable de suivre Eidos, alors que peut-être que vous ne l'auriez pas fait. Ça a permis potentiellement d'adresser donc plus de monde que ce qui était prévu, et notamment en atelier, normalement, la jauge de 30, elle était fixée surtout par rapport aux capacités des salles. Or là, finalement, cette jauge, elle a pu sauter, et finalement, des personnes ont pu s'inscrire au dernier moment sur des ateliers parce que la jauge, finalement, avait moins lieu d'exister. Ça peut apporter de l'équité, effectivement, territoriale, liée, par exemple, aux moyens qu'on pourrait consacrer à sa formation, à la distance qu'on est prêt à faire, etc. Ça a pu, peut-être, effectivement, aider au partage, à l'échange. Le replay est important, c'est-à-dire que finalement, il y a une forme de capitalisation des savoirs savants, puisque ce qui a été dit aujourd'hui pourra être écouté demain et même après-demain. Donc finalement, quelqu'un qui n'était pas du tout disponible a une sorte d'amplification du temps, dans le sens où le temps n'est plus un problème, puisque je peux l'écouter hors du temps prévu pour cela. Je peux ralentir ou accélérer le signal pédagogique. Donc demain, si je réécoute la vidéo, c'est vrai que je vais pouvoir l'accélérer s'il y a des choses que je maîtrise, etc., et que je vais écouter vite, ou ralentir ou mettre en pause pour aller chercher un concept que je n'ai pas compris, etc. Donc on voit que ça apporte beaucoup d'avantages. Je ne vais pas tous les prendre, mais par contre, retenez que le tableau finalement qui va avec le modèle de l'amplificateur pédagogique vous permet de penser à l'ensemble des 9 critères qui ont été relevés dans cette presse spécialisée et scientifique, et finalement envisager l'ensemble des critères sur lesquels le numérique peut apporter quelque chose. Alors bien entendu, il peut y avoir aussi des inconvénients, et dans ces inconvénients, à vous de voir. Alors après, il faudrait interpréter d'une manière plus fine ce qui a été mis, mais l'interaction souvent est relevée comme un avantage du numérique, pas forcément comme un inconvénient. Mais après, si on entend par interaction le fait d'avoir davantage de messages non verbaux, par exemple la gestuelle, le regard, etc. C'est pour ça que moi je me force à faire des gestes devant la webcam, parce que ça participe, on va dire, d'un message non verbal qui passe quand même un petit peu dans la webcam. Mais bon, il est clair que si c'est cette interaction-là dont vous parlez, ou le fait de boire un café ensemble, ou de faire le repas pré-Eidos, parce que le soir avant Eidos, en général, on se rencontre entre pédagogues un peu geeks, quoi, et on aime bien partager et échanger sur ce qui s'est passé dans l'année. Bon, tout ça, effectivement, c'est une interaction qui est perdue. Et si on parle de l'interaction pédagogique en tant que telle, souvent, le numérique permet quand même de faire des choses sympas. Et tout à l'heure, d'ailleurs, je vais vous mettre dans un autre exercice à ce sujet. Alors, je vais avancer là-dessus. Alors, il peut y avoir des problèmes techniques, bien entendu.
J'avance. Prendre en compte son public. Alors, il faudrait peut-être que j'efface juste ces deux lignes. Voilà, merci. Alors, prendre en compte son public, gérer une rétroaction globale. Donc, je vais vous demander d'aller sur Socrative, hein, de cliquer sur ce lien-là, qui est ici, d'aller sur Socrative, puis de vous loguer en étudiant. Enfin, vous êtes déjà en étudiant. Donc là, vous tapez, la salle, elle s'appelle Talk, donc T-A-L-K. Et vous rentrez, et puis vous répondez aux questions. C'est un mini questionnaire. Okay, je répète, hein. Vous cliquez sur le lien qui est ici. Vous vous retrouvez là, dans Socrative. Vous tapez Talk, T-A-L-K. Vous cliquez sur Joindre et vous avez un petit questionnaire à répondre. Et moi, je vous vois ici en train de répondre. Alors, si ça marche. Voilà. Donc, je vous vois ici en train de progresser dans vos réponses. Donc, pareil, je vais vous laisser une petite minute pour avancer là-dessus. Et je vais commencer donc simplement à analyser les réponses, hein, pour vous montrer que finalement, très vite, on peut avoir un grand nombre d'interactions et de feedback de gens qui sont totalement distants et qu'on ne connaît pas forcément, sans grande difficulté ou sans avoir besoin d'avoir des listes de noms ou d'emails. Et finalement, ça nous permet de savoir très vite que vous êtes essentiellement des enseignants du secondaire, enfin essentiellement à 31%, 27% du supérieur quand même, une forte représentativité du supérieur cet après-midi, ce qui est quand même à relever, puisqu'on a quand même beaucoup d'enseignants du primaire et du secondaire à EDOS, 19% d'autres, il y a même quelques doctorants, quelques institutionnels, et puis bien sûr 12% d'enseignants du primaire, mais je l'ai dit. Bon, ça donc c'est la typologie finalement de vos participations. À ça, donc, j'ajoute que vous pensez que l'utilisation d'appareils numériques en cours est plutôt à envisager, vous êtes très favorable. Vous êtes aussi pour l'approche BIOD, c'est-à-dire au fait finalement que les étudiants puissent utiliser leur propre matériel. Vous avez déjà pour beaucoup suivi des cours en ligne. Alors, ce genre de questions, quand je le posais il y a 2 ans, je peux vous garantir que le résultat était bien moindre. Et ça, c'est un effet Covid, hein, c'est-à-dire que pendant le Covid, effectivement, on a tous eu l'occasion de suivre des conférences, des formations en ligne. Fatalement, ça fait changer ce score. Utilisez-vous des quiz comme celui-ci durant vos cours? Oui, en ligne sur ordinateur. Et pour quelques-uns, non. Je préfère les questions directes adressées à la classe à l'oral. Alors, ça va être l'objet d'une partie de l'atelier juste après, puisque j'aimerais qu'on mette en vis-à-vis le numérique avec des méthodes pédagogiques qui permettraient finalement de faire aussi bien, si ça existe, que ce qu'on a fait là. Et d'abord, on va analyser ce qu'on a fait là, bien entendu, toujours à l'aune du modèle de l'amplificateur pédagogique. Alors, sauriez-vous définir le concept de pédagogie active? 82%, oui. Donc, on en a parlé ce matin, après tout, mais on est quand même entre enseignants sensibilisés, on va dire, hein, donc un petit peu dans l'entre-soi, et c'est peut-être aussi contre ça qu'il faut lutter pour arriver à ouvrir et concerner un maximum d'enseignants. Bon, je vais vous laisser finir de répondre si vous le souhaitez, ou des retardataires. C'était juste pour vous montrer que je peux concerter finalement beaucoup de données en très peu de temps, de beaucoup de personnes. Et là, finalement, que vous êtes 30, c'est à l'heure actuelle, vous êtes 28 ou 200, pour moi, ça ne me change pas grand-chose. Ayez ça en tête pour l'activité qui va suivre. Et les 2 activités qui vont suivre même. Je reviens sur mon support. Donc là, je vous laisse remplir ce tableau maintenant, c'est-à-dire finalement l'expérience que vous venez de vivre à travers ce questionnaire,
et de la manière dont je vous ai renvoyé les résultats, quels sont les avantages et inconvénients de cette instrumentation de ma pédagogie, ici, avec vous. Donc, dans cette expérience vécue, quels sont les avantages et les inconvénients? Et vous pouvez, de la même manière, vous aider du tableau qui est juste au-dessus, issu du modèle de l'amplificateur pédagogique. Donc, on a une matière riche qu'on peut analyser. Alors, à chaque fois, si vous voulez, on pourrait lancer une controverse sur des paramètres, puisque pour certains, un même paramètre peut être pris comme un avantage ou comme un inconvénient. En tout cas, ce qui fait le plus souvent consensus, c'est qu'effectivement, l'outil permet une rapidité inédite. Si j'avais dû traiter l'ensemble des 8 questions ou des 6 questions x 30, ça fait 240 données. Si j'avais dû les entrer, enfin faire des moyennes là-dessus autrement qu'en utilisant des outils numériques, j'aurais passé bien 2 heures. Donc tout le monde reconnaît une certaine rapidité et un avantage aussi au nombre d'étudiants, puisque là le nombre d'étudiants n'est pas un problème, que j'ai peu d'étudiants ou beaucoup d'étudiants, je vais passer le même temps, c'est-à-dire quasiment rien, à récupérer les données et à les traiter et à les renvoyer sous forme de résultats. Donc tout ça est très rapide et indépendant du nombre d'étudiants. Donc ça, c'est les avantages, on va dire, incontournables, c'est-à-dire que même des grands opposants du numérique n'auront pas de meilleure solution que celle-ci pour faire aussi vite et aussi bien un feedback global et individuel des apprenants. Alors après, bon, effectivement, en face, on peut y mettre effectivement peut-être un côté impersonnel ou anonyme, mais à ça, je répondrai que ce que je viens de faire avec vous en distance, rien ne vous empêche de le faire en classe, en présence. À ce moment-là, tout ce qui vous manque comme interaction humaine, comme interaction non verbale, la gestuelle, le regard, le sourire, l'engagement de la personne par rapport à son faciès, etc. Tout ça, vous le retrouvez, vous l'avez, mais en plus, vous instrumentez votre pédagogie avec le numérique, c'est-à-dire que si vous deviez faire un retour un peu exhaustif pour savoir ce que tout un chacun pense d'un concept que vous avez vécu en cours, avec un outil numérique, vous aurez cette exhaustivité très vite, très rapidement, voire même en live pendant le cours tel que je viens de le vivre avec vous. Donc vous pouvez cumuler. C'est pas parce qu'on c'est pas parce qu'on utilise le numérique qu'on doit l'utiliser exclusivement à distance. On peut instrumenter ces pratiques-là en classe, alors sous réserve bien entendu d'avoir des infrastructures qui s'y prêtent. On peut faire du biode, mais il faut avoir au moins un peu de connectivité. Donc il y a quand même des contraintes techniques, bien entendu, qui sont d'ailleurs relevées dans le tableau. Donc si on passait un peu plus de temps que ce que j'ai avec vous aujourd'hui, on verrait quand même qu'il y a un apport d'avantages qu'on retrouve dans les avantages plutôt que dans les inconvénients. C'est-à-dire que les inconvénients peuvent être souvent levés en dehors de l'inexistence des technologies, peuvent être facilement levés, voire même argumentés pour que ça redevienne des avantages, là où des avantages sont incontournables. Et on aura du mal à faire mieux sans. Alors, pour justement vous mettre quand même au défi de l'imaginer, puisque moi, ce que je fais le plus souvent avec mes étudiants en sciences de l'éducation, c'est que quand je leur demande de concevoir un dispositif pédagogique instrumenté avec le numérique, je leur demande de trouver une solution alternative en cas de panne, en cas de coupure d'électricité, où on peut imaginer tout ce qu'on veut, de manière à ce qu'ils soient créatifs en matière de solutions pédagogiques. Et donc, l'optique, c'est maintenant de répondre à la question « Comment faire sans ?» en rendant la question orale utile à tous
C'est-à-dire que là, on n'a plus de technologie, donc on est juste en face de ces étudiants, parce qu'il n'y a plus de technologie, et on pose une question. Comment faire en sorte pour que cette question soit utile à tous? Alors avant ça, peut-être qu'il faudrait rappeler qu'est-ce qui se passe quand on pose une question dans la classe. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas trop de chat en face de moi, donc je vais plutôt vous mobiliser si quelqu'un souhaite prendre la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand un enseignant pose une question dans sa classe, dans la tête des apprenants et dans les réactions constatées, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enchaînement finalement des événements qui se passent dans cette classe? Il y a Mélanie Braun-Martin qui a levé la main, donc si elle souhaite prendre le micro, pas de souci. Oui, alors ce que moi je constate qui se passe quand les étudiants, du coup, souhaitent répondre, il y a beaucoup, en tout cas quand il y a par exemple des panneaux ou des ardoises, ils se réfèrent beaucoup aux réponses aussi des camarades. Parfois, avant de donner, on se demande à quel point c'est leur avis propre ou est-ce qu'ils rejoignent un avis qui a déjà été énoncé ou une réponse qui a déjà été montrée. En fait, là, quand je vois en tout cas les pickers, c'est ça que ça me fait penser à ça. Et puis c'est aussi, tout le monde a envie de prendre la parole et on a des fois pas le temps aussi, ça c'est ce qui se passe. Très bien, merci pour votre intervention. Est-ce que quelqu'un veut ajouter avant que je reprenne la main? Non, pas spécialement. Ah, j'ai encore une admission. Ça va commencer à faire tard. Si j'ai Raphaël Romano, vous pouvez prendre le micro si vous voulez. Oui. Alors tout simplement, il y a beaucoup de silence. Dès qu'on pose une question, ils se regardent entre eux s'ils connaissent la réponse, mais parfois c'est difficile d'installer un dialogue plutôt paritaire entre l'enseignant et la classe. Et je rejoins un peu la collègue qui disait souvent il y a cette envie de rejoindre les opinions du groupe et donc de ne pas trop se lancer dans des discussions trop personnelles. Parfois, l'anonymat aide un peu à se débarrasser de certains liens trop étroits avec les camarades dans la même classe. Je trouve que parfois, l'anonymat aide un peu à se libérer de certaines contraintes liées au groupe classe. Voilà. Merci de votre intervention. Elle est importante dans le sens où elle nous ramène à un des avantages effectivement de ce questionnement individualisé par le numérique, c'est la possibilité d'offrir cet anonymat qui va concerner certains étudiants qui ne prendraient pas la parole sinon. Donc effectivement, ça c'est un des gros avantages aussi de ces quiz, c'est que ça permet finalement de faire de l'évaluation formative, c'est-à-dire pendant le processus de formation, et éventuellement anonyme dans le cas où on est dans des classes un petit peu tendues, un petit peu complexes d'un point de vue ambiance. Mais si on doit décomposer encore plus finement ce qui se passe quand on pose une question, quand un enseignant pose une question en classe, vous avez déjà des étudiants qui n'ont pas entendu la question parce qu'ils faisaient autre chose, donc ça en élimine déjà un quota. Puis vous avez des étudiants qui ont entendu la question mais qui ne l'ont pas comprise, ça élimine encore un quota. Puis après, vous avez le reste qui a entendu la question et qui l'a comprise, mais il y en a qui n'ont pas la réponse. Bon, donc ça élimine un certain nombre de participants. Il y en a qui ont la réponse, mais qui ont honte de la formuler. Ça revient un petit peu à l'intervention de Raphaël, ou qui ne vont pas oser prendre la parole, etc., de peur de se tromper. Et puis, il y a ceux qui, finalement, sont sûrs de leur réponse, aimeraient prendre la parole, mais ne le font pas pour d'autres raisons. Et puis, il y a toujours les quelques premiers de la classe qui sont à l'aise avec l'intervention, etc., qui, eux, vont répondre, voire même sans lever la main, ou qui vont lever la main pour être choisis. Et ce qui se passe souvent, c'est que vu qu'on est dans un processus de formation où on manque de temps, notamment si on est face à des examens à venir, l'enseignant donc essaye toujours de gagner du temps pédagogique et d'aller vite. Et donc ça le sécurise d'avoir quelqu'un qui dit moi je sais, bon, on va lui donner la parole, on va avoir vite une réponse, on va être satisfait parce qu'on va se dire finalement ma classe sait. Et puis si on n'a pas conscience que finalement peut-être 80-90% de la classe ne sait pas, ou n'est pas capable de l'exprimer d'une manière intelligible ou correcte, ça signifie que finalement, on est passé à côté de l'utilité de la question.
Donc là, quand je vous demande comment faire sans numérique, en rendant la question orale utile à tous, ça signifie que j'ai posé une question et je veux qu'elle produise un résultat cognitif dans la tête de tout le monde. Alors que la question précédente, telle que je l'ai posée dans ma classe, elle n'a pas été fructueuse pour la majorité des étudiants, sauf pour ceux qui étaient convaincus d'avoir la réponse ou même qui l'ont formulée. Mais il y en a plein qui ne se sont pas posé la question, qui n'ont pas fait de travail réflexif pour formuler une réponse, donc la question n'a pas été utile. Donc comment faire pour qu'elle soit utile ? Alors, j'ai pas beaucoup le temps de vous poser la question si j'avais le temps, donc j'aurais attendu que éventuellement vous proposiez des alternatives. Donc, vous avez ici Plickers qui utilise une technologie, mais disons essentiellement côté prof, côté élève non, donc qui est peu invasive, on va dire, et assez facile à implémenter. De manière un peu plus complexe, enfin simple à faire, mais un peu plus chère, on va dire, vous avez les boîtiers de vote qui permettent finalement d'avoir un retour de tout le monde et de produire un résultat cognitif dans la tête de tous les apprenants. Et puis sinon, d'un point de vue totalement déconnecté et sans technologie, vous avez le No Hands Up Except to Ask a Question de Dylan Williams, qui est un prof en sciences de l'éducation, hein, et qui lui donc forme ses étudiants en début d'année en leur disant, moi quand je pose une question, vous avez interdiction de lever la main. La modalité est la suivante, vous ne levez la main que si vous avez à poser une question. Mais si moi je pose une question, vous vous groupez automatiquement par deux, vous réfléchissez à la réponse, donc là il provoque un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire que les étudiants échangent, se mettent d'accord, bataillent sur la bonne réponse, si éventuellement ils ne sont pas d'accord, ou au moins il y en a un qui forme l'autre. Et puis ensuite, le prof leur dit qu'il choisira un étudiant pour répondre. Donc ça signifie que le fait de ne pas savoir si on va être choisi ou pas choisi pour répondre à la question fait qu'on va forcément s'investir pour avoir quelque chose d'intelligent à répondre. Et donc, si on n'a pas la réponse, on va aller s'en enquérir auprès de son binôme, et inversement, où on va batailler la réponse si on a des avis divergents. Donc tout ça provoque effectivement une réflexion, un travail cognitif sur la question auprès de chacun. Même ceux qui n'écoutaient pas à ce moment-là, ils vont se sentir concernés. Et donc la question est devenue utile à tous. Comme elle l'a été à travers un questionnaire numérique, puisque quand je fais un questionnaire numérique, je vois qui a répondu et qui n'a pas répondu. Et en général, on obtient la réponse de tout le monde. Donc tout le monde a fourni un travail cognitif également. Donc là, vous voyez qu'on a deux modalités, dont une sans numérique, qui peut produire, juste avec une modalité pédagogique intelligente, une même qualité de réponse qu'avec un outil numérique. Simplement, bien entendu, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas possible à distance. Donc que finalement, avec le numérique, je fais aussi bien, mais je peux aussi faire au-delà, c'est-à-dire mieux sur certains critères. Alors, bon, il restait une modalité qui était sur la collaboration de texte, mais je vais la passer pour vous laisser quand même quelques minutes de questions, le cas échéant. Donc, vous prenez le micro, ou sinon, vous pouvez l'écrire si vous avez des soucis de micro. Donc, dans la page qui est juste en dessous, là, hein, vous avez la possibilité d'écrire dans le document, normalement. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est bizarre, il ne veut pas. Voilà. N'hésitez pas ici à poser vos questions. Alors, il y a une première question sur les clickers. Hein. Moi, personnellement, je travaille en mode biode, c'est-à-dire avec les smartphones de mes étudiants, mais après, moi, je ne suis pas à l'école primaire. Hein. Donc, à chaque niveau scolaire, ces difficultés et ces modalités de formation, bien entendu, ce n'est pas les mêmes pédagogies. Et ce n'est pas d'ailleurs les mêmes problématiques liées au numérique. Hein. C'est-à-dire que dans mes travaux de recherche, mes résultats révèlent très bien que les problématiques qu'on rencontre avec le numérique en collège, moi, mes études vont du collège à l'université, de la 6e à Master 2. Il y a 12 niveaux scolaires concernés, mais les résultats montrent bien que les préoccupations, les problématiques qu'on rencontre avec le numérique en collège ne sont pas les mêmes qu'en lycée, ne sont pas les mêmes qu'à l'université. Chaque niveau scolaire a sa manière d'intégrer le numérique, a des activités différentes et donc des problématiques différentes. Alors, moi, les clickers, je ne les utilise pas, tout simplement parce que déjà, les boîtiers clickers, on en a très peu sur l'université, et la contrainte de devoir aller les chercher, les distribuer, les ramasser, etc., déjà, ça me saoule d'avance, donc moi, je n'utilise pas. Mais disons, une fois que c'est en place, ça peut produire des résultats rapides. Si vous parliez de Flickr, c'est-à-dire le truc qui est à gauche, avec les écriteaux,
J'ai jamais utilisé aussi, mais des collègues rencontrés à EDOS, par exemple, qui les utilisent, disent que c'est sympa, hein, notamment avec des étudiants, des apprenants, des élèves qui donc ne sont pas connectés, enfin n'ont pas d'écran. Donc c'est un moyen, on va dire, d'utiliser le numérique, mais avec très peu de moyens. Mais là, moi, j'ai pas spécialement de résultats là-dessus, donc je peux pas en dire plus que ça. Je pense que les résultats vont dépendre de la manière dont vous implémentez le dispositif dans votre pédagogie. En tout cas, la réponse immédiate, c'est le fait d'avoir un feedback rapide. Et l'utilité du feedback rapide, c'est le fait de pouvoir faire de l'évaluation formative. C'est-à-dire que pendant que vous formez, vous évaluez au fil de l'eau pour corriger le tir. Identifier les concepts qui ont été compris, sur lesquels vous pouvez passer et accélérer, et consacrer du temps davantage sur les concepts qui sont plus durs et qui n'ont pas été acquis. Et ça nécessite effectivement un feedback régulier. Et quand on le fait en classe, si c'est juste pour avoir une main levée, ça ne veut rien dire. On n'est pas du tout conscient de la réalité de ce qui se passe dans la classe. Par contre, il y a des systèmes, alors soit numériques, soit il y a des systèmes, j'avais vu une institutrice qui le faisait avec des verres, vous savez, des verres en plastique. Donc, on peut les acheter vert, rouge et orange. Et donc, comme un feu rouge, hein. Et donc, en fait, elle donnait 3 verres de 3 couleurs différentes à chacun de ses élèves. Et ils devaient mettre sur la table, enfin empiler les verres sur la table, de manière à laisser au-dessus le verre qui représente leur état d'esprit, par rapport à la compréhension qu'ils ont du cours. Donc, si tout se passait bien pour eux par rapport au cours, ils mettaient le verre vert. Si, par contre, c'était la catastrophe, ils ne comprenaient plus rien, etc., ils mettaient par-dessus le verre rouge. Et donc, ce qui fait que l'enseignante, en regardant les tables, voit si effectivement ce qu'elle raconte est compris ou pas. Vous voyez, c'est un système de rétroaction sans technologie, enfin si, sans numérique. Le verre, c'est une technologie. Hein. Ça ne sort pas de la nature. Donc c'est une technologie humaine, mais ce n'est pas une technologie numérique. Donc quand on parle de techno, il faut préciser, est-ce qu'on parle de technologie numérique ou de technologie tout court, hein. Se mettre un oscilloscope dans un laboratoire, c'est une technologie aussi. Hein. D'ailleurs, elle est numérique. Mais je ne sais pas, des éprouvettes, par exemple, et des produits chimiques, quand on fait des expériences de chimie, c'est de la technologie. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va sinon rapidement conclure. Donc, je vous laisse taper dans le document qui est projeté, que vous devez voir normalement, d'autres questions, si vous le souhaitez. Ou témoignages, hein, si vous voulez témoigner sur un processus que vous avez mis en place dans un dispositif pédagogique qui permet une rétroaction réussie avec numérique ou sans numérique, avec par exemple un autre type de technologie, vous pouvez le partager avec vos collègues. Alors, je vais laisser le lien qui vous a été donné dans ce document, parce que moi, j'irai le consulter personnellement, et ceux que ça intéresse d'avoir un peu de littérature sur les systèmes de réponse immédiate pourront aller le lire aussi. Donc, ça restera dans ce document. Document, au passage, que je vous précise que vous pouvez facilement télécharger. Hein. Ça signifie que là, vous faites fichier enregistré, vous le mettez sur votre disque dur, et vous avez donc le modèle de l'amplificateur pédagogique, toutes les interactions que vous avez mis dans le document, et finalement le support de cours. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Pas de regret? Donc je vais conclure cet atelier. Alors vous remercier, même si j'aurais aimé qu'on puisse interagir de manière un petit peu plus fluide. La configuration de la salle ne l'a pas permis. Bon, j'ai quand même réussi à peu près à délivrer le message que j'espérais, même si on n'a pas fait une des interactions. Donc, c'est toujours ça. Déjà, ça a fonctionné malgré la distance. Et c'est vrai que faire une conférence en ligne, c'est une chose. Faire un atelier, c'est quand même plus complexe, puisque là, on est dans un processus où on essaie de créer une interaction et fatalement, ça complexifie un petit peu le procédé. Voilà, donc, je ne vais pas me déconnecter tout de suite. Hein. Moi, je vais attendre que tout le monde se déconnecte. Si vous avez encore une question à poser, je suis encore disponible. Alors, assez peu de temps parce qu'à A15, il y a une interview, mais
disons, encore quelques minutes pour répondre éventuellement à une ou deux questions supplémentaires et lire éventuellement vos commentaires dans le document. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir participé et au plaisir de se recroiser dans un contexte peut-être un peu moins pandémique et de manière un peu plus interactive. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, merci, merci. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Désolée, j'étais pas là au départ parce que j'étais à faire la queue pour des tests. Est-ce que vous pourriez redonner le lien du document, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui, je vois l'écran, oui, pas de souci. Alors, vous l'avez là. Alors, je vais faire une petite capture d'écran comme ça. Je pourrais le retaper sans vous bloquer toute la journée. Merci beaucoup. Pas de souci. Excusez-moi. Il y a une question, Nadine? Non, c'était juste un grand remerciement d'une part pour votre présentation de ce matin, l'atelier d'aujourd'hui, et j'étais tombée sur une vidéo où vous expliquiez ce que vous avez réexpliqué aujourd'hui. Donc, je vais m'appuyer là-dessus pour présenter ça à mes collègues formateurs en numérique éducatif. Donc, je vous remercie grandement pour tout ça. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ce retour. Tant mieux hein, quand on trouve écho, c'est-à-dire que finalement, on sent que l'intervention a été utile pour quelques personnes. C'est toujours agréable à entendre. Donc, je vous remercie de ce témoignage. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, je vais juste aller voir, et puis après, je vais couper. Alors non, je n'ai pas expliqué comment on faisait un tel document de collaboration, mais en fait, il suffit de créer un document dans son Drive, hein, c'est-à-dire aller dans son Google Drive, de faire un nouveau document, et puis après de cliquer sur le bouton de partage et d'indiquer qu'on veut le partager à tout le monde qui dispose du lien. Voilà, donc si vous avez ça en tête, vous trouverez facilement, hein, vous allez dans votre Drive, vous cliquez sur Nouveau document, vous choisissez le type de document, quel qu'il soit, ça marche tout pareil, que ce soit un document de type tableur, traitement de texte ou PowerPoint ou présentation, c'est pareil. On le crée et ensuite on le partage de manière ouverte à tout le monde. Et tous ceux qui disposent du lien y accèdent d'une manière très simple, comme vous avez pu le voir. Voilà, bon, je vais devoir déconnecter puisque par ailleurs j'ai un timing à respecter et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous remercie d'avoir participé à cet atelier. Au revoir, bonne journée.